À 4 heures, un convoi de 57 camions glisse près de la frontière togolaise et l'ombre devient trop organisée pour être fortuite. Sous la farine et le lait, fusils, grenades, roquettes et missiles marqués de codes récents dessinent une opération où la violence n'a pas besoin d'apparaître. Que révèle, pour la sécurité de tous, cette fenêtre promise entre 3H45 et 4H20 que Ibrahim Traoré suit en temps réel, sinon un réseau capable de verrouiller routes et horaires? En moins de 2 heures, des trajets convergents et des consignes fragmentées prouvent qu'une attaque peut avancer sans coup de feu. Cette enquête fait une promesse précise: expliquer comment une nation peut être ciblée sans affrontement direct par la seule orchestration des routes, des horaires et de flux réputés anodins. Le bénéfice pour le lecteur est clair: comprendre la méthode cachée qui rend l'ingérence possible avant qu'elle ne se reproduise ailleurs. L'enjeu dépasse le spectaculaire d'une saisie nocturne, car il engage la capacité d'un État à détecter une menace dissimulée dans la routine logistique quotidienne. Derrière chaque camion se profile un risque cumulatif. Si un réseau sait converger sans être vu, il peut se déplacer, s'adapter, puis frapper sur un autre axe dans un autre pays. Cette affaire pose donc une question de souveraineté opérationnelle, pas seulement de sécurité ponctuelle. Il s'agit d'identifier des signaux faibles, de relier des indices dispersés et de comprendre pourquoi une synchronisation parfaite n'apparaît jamais par hasard. Ce que l'État apprend ici déterminera sa vitesse de réaction demain au Burkina Faso comme dans l'ensemble du Sahel. En moins de 2 heures après l'immobilisation du premier véhicule, les enquêteurs établissent un fait décisif: les 57 camions ne sont pas partis du même point, et pourtant ils convergent avec une synchronisation quasi parfaite. Ce simple chiffre 57 change la lecture du dossier, car il exclut l'improvisation et impose l'hypothèse d'une architecture planifiée, pensée pour rester sous les radars. Là où l'on attendrait une suite d'erreurs humaines, l'enquête révèle une précision méthodique. Chaque itinéraire évite des contrôles différents, chaque chauffeur ne connaît qu'un fragment de parcours et aucune vue d'ensemble ne circule. Cette fragmentation volontaire empêche les fuites et transforme la logistique ordinaire en camouflage stratégique. Le contexte régional éclaire cette méthode. Les routes du Sahel sont saturées de flux légaux et humanitaires, ce qui crée un bruit permanent où l'exception peut se fondre dans la norme. En exploitant cette routine, le réseau teste la capacité de l'État à distinguer le banal du dangereux. Les premiers indices montrent que l'objectif n'est pas seulement de livrer une cargaison, mais de mesurer le temps de réaction, la coordination interservices et la capacité à relier des signaux faibles dispersés. C'est ici que l'affaire change d'échelle. Les camions arrêtés ne sont plus des objets saisis, mais des capteurs involontaires d'un système plus vaste, capable d'aligner routes sur secondaires, points de regroupement discrets et consignes temporelles. Informé en temps réel, Ibrahim Traoré suit l'évolution de l'opération comme une séquence stratégique. Chaque interception confirme que la menace ne réside pas uniquement dans le contenu des caisses, mais dans la logique qui les a mises en mouvement. La révélation est alors claire: une attaque peut progresser sans violence apparente par la seule maîtrise des flux. Ce constat oblige l'État à passer d'une lecture événementielle à une reconstruction de système, condition nécessaire pour comprendre ce qui a été testé cette nuit-là. Au cœur de cette nuit, un visage se détache. Le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes-frontières dans la région des Canaries. Habitué aux routes silencieuses et aux anomalies discrètes, il perçoit immédiatement que ce convoi est souvent trop ordonné pour relever d'une contrebande ordinaire. Rien n'est laissé au hasard. Ni les distances entre véhicules, ni les horaires, ni la manière dont les chauffeurs évitent de se connaître. Pour Caboret, ce schéma correspond à une menace calculée, méthodiquement dissimulée sous une couverture banale. Il agit sans éclat. Une alerte discrète, une équipe réduite, puis
une interception ciblée avant que la colonne ne se disperse. Le premier camion est immobilisé, le second suit. À chaque arrêt, la même signature apparaît. Des caisses identiques, des scellés similaires, une organisation qui se répète. L'impact est immédiat. Ce qui aurait pu rester un contrôle de routine devient une barrière de protection contre une crise naissante. En quelques minutes, la vigilance individuelle se transforme en bouclier collectif. L'effet dépasse l'équipe sur le terrain. Les informations remontent, se recoupent et modifient la lecture de l'ensemble de l'opération. Le geste de Caboret n'est pas héroïque au sens spectaculaire. Il est décisif par sa sobriété. Il montre comment une intuition opérationnelle, appuyée sur l'expérience, peut inverser le rapport de force avant même que la menace ne se révèle pleinement. Ce moment précoce produit un effet d'entraînement. Il donne à l'État le temps nécessaire pour comprendre, relier et décider. Et c'est là l'essentiel. Une vigilance locale peut bloquer une crise nationale. Avant l'interception, tout ressemble à une routine banale. Des routes secondaires, peu fréquentées à cette heure, voient défiler des camions chargés de produits ordinaires. Après l'arrêt du premier véhicule, la lecture change brutalement. Ce qui semblait dispersé devient une séquence. Le déclenchement est discret, mais il suffit à mettre en mouvement une mécanique de vérification qui révèle, étape après étape, l'ampleur de l'opération. La montée en intensité est rapide. Un deuxième camion est immobilisé, puis un troisième. À chaque contrôle, les mêmes constantes apparaissent. Les chauffeurs ne se connaissent pas. Ils n'ont pas partagé de point de départ commun. Pourtant, leurs trajets convergent avec une précision troublante. Les consignes qu'ils décrivent sont fragmentées. Chacun ne détient qu'un segment du parcours, jamais l'ensemble. Cette règle simple protège le réseau. Personne ne peut trahir ce qu'il ne comprend pas entièrement. À mesure que la nuit avance, la chronologie s'épaissit. 3 camions deviennent 5, puis 10. Chaque interception enrichit une cartographie invisible. Les enquêteurs identifient des routes secondaires récurrentes, des points de regroupement discrets et des références codées retrouvées sur des téléphones ou dans des poches. L'opération n'est plus l'addition de contrôles isolés. Elle devient une reconstruction progressive d'un dispositif conçu pour se fondre dans la normalité. Le point de bascule intervient lors des auditions. Plusieurs chauffeurs évoquent le même détail, donné à l'avance comme une garantie, un créneau précis entre 3h45 et 4h20, durant lequel la route devait être libre. Ce n'est plus seulement une affaire d'itinéraire, mais de temporalité. Quelqu'un maîtrise les horaires, anticipe les contrôles et sait quand le passage est le plus sûr. À cet instant, l'hypothèse d'un trafic opportuniste s'effondre. La synchronisation est trop parfaite pour être accidentelle. Les répliques se font sentir au-delà du terrain. L'information remonte vers les niveaux décisionnels. Informé en temps réel, Ibrahim Traoré suit l'évolution de la séquence comme une chaîne d'événements stratégiques. Chaque camion arrêté confirme que la menace ne réside pas uniquement dans le contenu des caisses, mais dans la logique qui a orchestré leur déplacement. Le convoi devient un révélateur. Il montre comment une attaque peut progresser sans violence apparente, en s'appuyant uniquement sur la maîtrise des flux. Après l'interception des 57 véhicules, la chronologie ne se referme pas. Elle laisse des traces. Les routes identifiées, les horaires exploités et les consignes fragmentées dessinent un mode opératoire reproductible. Avant cette nuit, les saisies frontalières restaient des affaires isolées. Après, elles s'inscrivent dans une lecture systémique. Le passage de l'avant à l'après est net. L'État n'a pas seulement arrêté des camions, il a mis au jour une méthode. Et c'est cette méthode qui change durablement l'équilibre. La reconstruction du dossier s'appuie sur 3 mesures simples mais structurantes qui transforment d'une série de saisies en preuves systémiques. La première est le volume. 57 camions. Ce nombre décrit une architecture, pas une opportunité.
Un dispositif de cette taille impose des points de départ multiples, des itinéraires compatibles et une discipline d'exécution constante. Il signale surtout une intention de test. Un réseau qui aligne autant de véhicules ne cherche pas seulement à livrer une cargaison. Il cherche à vérifier ce que l'État voit, ce qu'il relie et à quelle vitesse. La quantité devient ici un langage. Elle exprime la confiance du dispositif dans sa capacité à passer pour normal. La deuxième mesure est la valeur annoncée, environ 700 millions de dollars. Ce chiffre n'est pas traité comme une estimation comptable isolée, mais comme un indicateur de profondeur financière. Une cargaison de cette ampleur ne se finance pas par des improvisations successives. Elle suppose des circuits stables, des décideurs identifiables et une tolérance au risque calculé. Plus l'investissement est élevé, plus l'objectif est structurel. Dans l'analyse, cette valeur déplace l'affaire du registre criminel vers un registre politique. Il ne s'agit plus de marge, mais d'un investissement destiné à produire des effets durables. La troisième mesure est temporelle. Une fenêtre garantie entre 3 AR 45 et 4 AR 20. Un itinéraire peut se deviner, une temporalité se contrôle. Cette précision réduit le hasard à presque rien. Elle suggère un accès à l'information sur les contrôles, une capacité à les contourner ou les deux. Surtout, elle montre que la menace est dynamique. Elle ne se contente pas de choisir une route, elle choisit un moment. Quand un réseau choisit un moment, il anticipe les réactions et neutralise l'imprévu. Pris ensemble, ces trois indicateurs forment une grille de lecture cohérente. Le volume décrit l'architecture, la valeur décrit l'intention, la fenêtre horaire décrit la capacité de contrôle. À partir de là, l'enquête ne peut plus rester une addition de saisies. Elle devient une reconstruction de système. Relier des trajets convergents, croiser des traces financières, comparer des origines d'armes et comprendre comment une chaîne d'approvisionnement peut traverser des frontières sous une couverture humanitaire ou commerciale. Dans ce cadrage, Ibrahim Traoré exige une preuve robuste plutôt que spectaculaire. Numéro de série vérifié, audition croisée, recoupement systématique. L'objectif est d'établir point par point qu'un plan existait, qu'il avait une logique et qu'il visait à tester puis contourner l'État. La bascule analytique est claire. La sécurité n'est plus seulement une affaire de barrière, mais de synchronisation. C'est ce déplacement mesuré par ces trois chiffres qui ancre la démonstration et ferme la dette de curiosité ouverte plus tôt. Deux lectures opposées émergent rapidement dans les cercles d'analyse. La première minimise la portée de l'affaire. Selon cette thèse, il s'agirait avant tout d'un trafic d'armes amplifié par une mise en scène politique. Le Sahel étant une zone de circulation connue pour les flux illicites, l'interception d'un convoi, même important, ne serait qu'une variation quantitative d'un phénomène ancien. Dans cette lecture, l'État aurait intérêt à grossir l'événement pour renforcer son autorité, justifier un durcissement sécuritaire ou consolider sa légitimité interne. La synchronisation, la fragmentation des itinéraires et la discipline observée seraient des méthodes éprouvées du grand banditisme, pas la preuve d'une intention stratégique. La seconde lecture, plus technique, admet l'ampleur de la saisie mais la rattache à des réseaux criminels transnationaux sans objectif politique direct. Le raisonnement des Koessene est cohérent. Des groupes organisés, attirés par la demande régionale, auraient profité de failles frontalières pour faire transiter une cargaison exceptionnelle. Dans cette optique, parler d'ingérence reviendrait à surinterpréter des pratiques logistiques sophistiquées, certes rares, mais dépourvues de messages géopolitiques. Le cœur de l'explication resterait économique, non stratégique. Ces deux thèses tiennent jusqu'à un certain point. Elles expliquent tant des fragments, mais peinent à rendre compte de l'ensemble. Plusieurs éléments concrets du dossier résistent à cette lecture réductrice.
Le volume assumé de 57 camions dépasse l'optimisation habituelle du trafic opportuniste qui cherche à limiter l'exposition. La fenêtre horaire garantie indique une maîtrise fine du terrain, difficile à concilier avec une simple opportunité. Surtout, la convergence parfaite de véhicules partis de points distincts suggère un objectif qui dépasse la livraison: mesurer la capacité de détection et de réaction de l'État. C'est sur cette base que l'analyse de Ibrahim Traoré tranche. En considérant l'ensemble des indices logistiques, financiers et temporels, l'État choisit de traiter l'affaire comme un test de résilience, non comme un délit isolé. La réfutation n'annule pas les thèses adverses, elle les dépasse. Lorsque la méthode devient un message, le crime cesse d'être seulement criminel. Il devient un signal stratégique, et c'est ce signal que l'État décide de prendre au sérieux. La bascule analytique se produit lorsque des éléments jusque-là dispersés sont reliés à une même structure récurrente, mentionnée dans des échanges fragmentaires. Ce nom discret n'identifie pas une cargaison précise, mais une architecture. À partir de là, les armes cessent d'être des objets saisis, elles deviennent des indices d'un système capable d'assembler route, financement et temporalité sur plusieurs espaces. Le convoi observé n'est plus une fin, mais une démonstration. Cette révélation change l'échelle de lecture. Les trajets convergent, la fragmentation des consignes et la fenêtre horaire garantie prennent sens ensemble. Ils dessinent une méthode reproductible, conçue pour être déplacée vers d'autres frontières, d'autres pays, d'autres contextes. Le test ne mesure pas seulement la vigilance locale, il évalue la capacité d'un État à relier des signaux faibles avant qu'ils ne s'agrègent. À ce stade, Ibrahim Traoré opère un choix stratégique. Plutôt que de refermer l'affaire sur une saisie spectaculaire, l'État décide d'exposer la mécanique. La transparence devient un outil opérationnel. En ordonnant les preuves et en nommant les liens, le pays retire au réseau son avantage principal, le secret. La révélation de mi-parcours est là. Comprendre vaut autant qu'intercepter, et rendre visible l'invisible devient une ligne de défense. Les effets de cette opération se lisent d'abord au niveau de l'État. En traitant l'affaire comme un test de résilience, les autorités déplacent leur centre de gravité. La priorité n'est plus seulement l'interception, mais la capacité à relier rapidement des indices dispersés. Cette bascule améliore la coordination interservices, accélère les circuits d'alerte et renforce la valeur du renseignement opérationnel. Informé à chaque étape, Ibrahim Traoré ancre une doctrine simple: ce qui compte n'est pas l'ampleur visible d'une saisie, mais la compréhension de la méthode qui l'a rendue possible. À court terme, l'État gagne du temps de réaction. À moyen terme, il gagne une grille de lecture. Pour les entreprises et les acteurs économiques, l'impact est moins spectaculaire mais réel. Les flux logistiques, notamment humanitaires et commerciaux, deviennent des objets d'attention stratégique. Les contrôles se réorganisent sans bloquer l'activité, en privilégiant l'analyse des schémas plutôt que la multiplication des barrages. Cette approche limite les perturbations tout en réduisant les angles morts. Elle envoie aussi un signal: la stabilité repose sur la prévisibilité des règles, pas sur l'arbitraire. Dans un contexte régional fragile, cette lisibilité est un facteur de confiance. Du côté de la population, la conséquence est d'abord cognitive. L'événement transforme la perception de la sécurité. La menace n'est plus imaginée uniquement comme violente ou visible. Elle est comprise comme discrète, enveloppée dans la routine. Cette prise de conscience renforce la vigilance collective sans nourrir la panique. Le récit public, centré sur la méthode plutôt que sur la peur, permet de fédérer sans dramatiser. Le soutien observé s'explique par cette pédagogie. Comprendre rassure davantage que subir. À l'échelle régionale, enfin, l'onde de choc est tangible. Les pays voisins observent un cas d'école.
La saisie ne vaut pas seulement par son volume, mais par la démonstration qu'une coopération fondée sur l'analyse des flux peut contrer des dispositifs transnationaux. Des échanges d'informations s'intensifient, des pratiques s'alignent et l'idée d'une sécurité collective gagne du terrain. Le Burkina Faso devient un point de référence non par posture mais par méthode. Le payoff est clair pour ces quatre groupes. L'État gagne en capacité d'anticipation, les entreprises en lisibilité opérationnelle, la population en compréhension et la région en coordination. En reliant ces niveaux, Ibrahim Traoré transforme une saisie nocturne en levier durable. Ce n'est pas l'événement qui fait date, mais l'effet en chaîne qu'il déclenche. Le premier scénario, dit de base, prolonge la trajectoire actuelle sans rupture majeure. L'État consolide les enseignements tirés de l'opération, améliore ses capacités de détection et affine la coordination interservices. Si cette dynamique se maintient, alors les tentatives similaires deviennent plus coûteuses et moins discrètes. La méthode révélée perd de son efficacité, non parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle est mieux anticipée. Dans ce cadre, la stabilité reste fragile, mais la capacité de réaction progresse de manière continue. Le scénario optimiste repose sur un effet d'entraînement régional. Si les pays voisins adoptent des grilles de lecture comparables et intensifient les échanges d'informations, alors la méthode testée cette nuit-là se heurte à un environnement moins permissif. Les flux restent ouverts, mais mieux observés. La coopération devient un multiplicateur de vigilance. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso capitalise sur son rôle de précurseur méthodologique et renforce sa position diplomatique. Ibrahim Traoré y voit l'occasion de transformer une alerte en socle de coopération durable, sans surenchère sécuritaire. Le scénario le plus sombre envisage une adaptation rapide des réseaux. Si la méthode est comprise, elle peut être modifiée. D'autres itinéraires, d'autres temporalités, d'autres couvertures peuvent être testées ailleurs. Dans ce cas, la pression se déplace. L'État est confronté à une course d'apprentissage permanente où chaque progrès appelle une contre-mesure. Si cette course s'accompagne de tensions internes ou de désinformation, alors le risque est moins opérationnel que politique. L'érosion de la confiance. Ces trois scénarios ne sont pas exclusifs. Ils coexistent comme des trajectoires possibles, conditionnées par les décisions prises aujourd'hui. La clé n'est pas de prédire, mais de raisonner en conditions. Si la compréhension de la méthode reste partagée et actualisée, alors la résilience progresse. Si elle se fige en récit figé, alors elle devient contournable. La recommandation de fond est donc cognitive, maintenir l'analyse vivante, ouverte et collective. Dans cet espace mouvant, la sécurité se joue moins dans la certitude que dans la capacité à réviser rapidement ses propres hypothèses. À ce stade, l'affaire cesse d'être abstraite et rejoint l'expérience quotidienne. Pour les citoyens, la première leçon est simple. La sécurité ne se limite pas au moment de crise visible. Elle se construit dans l'attention portée aux routines, aux incohérences, aux détails qui paraissent insignifiants. Comprendre que la menace peut se dissimuler dans l'ordinaire modifie le rapport au réel, sans exiger une posture de peur permanente. La vigilance devient une compétence collective, pas une injonction anxieuse. Pour les jeunes, l'enjeu est c'est différent. Cette séquence montre que la souveraineté n'est pas un slogan figé, mais une pratique. Elle se joue dans la capacité à analyser, à relier des informations, à refuser les récits simplistes. Dans un environnement saturé de discours et de désinformation, savoir distinguer une méthode d'un événement est une forme de pouvoir civique. C'est aussi une invitation à investir les métiers de l'analyse, de la logistique, du renseignement civil, où se décide une partie de l'avenir. Au niveau des communautés locales, l'impact est plus concret encore. Les routes, les marchés, les flux de marchandises font partie du quotidien. Les comprendre comme des systèmes et non comme des décors neutres
change la manière de coopérer avec les autorités. Il ne s'agit pas de surveiller, mais de signaler, de dialoguer, de rendre visible ce qui ne l'est pas toujours. Cette logique renforce la confiance plutôt que la contrainte. Dans ce lien renouvelé, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acteur lointain que comme un point de convergence. L'État ne demande pas l'adhésion aveugle, mais une intelligence partagée. Le message adressé aux spectateurs est clair. La résilience nationale commence là où chacun comprend son rôle, même modeste. La sécurité durable n'est pas spectaculaire, elle est cumulative. À partir des enseignements tirés, une feuille de route se dessine en 4 mouvements complémentaires. Le premier concerne la détection. L'objectif n'est pas de multiplier les contrôles visibles, mais d'améliorer la capacité à repérer des schémas anormaux dans des flux ordinaires. Cela passe par la formation continue des équipes, le croisement systématique des informations et l'usage d'outils d'analyse capables de relier route, horaire et volume sans alourdir le terrain. Le deuxième mouvement porte sur la coordination. Une méthode transnationale appelle une réponse décloisonnée. Le partage d'informations entre services, puis avec les partenaires régionaux, doit devenir fluide et régulier. Ici, la mesure n'est pas la quantité de données échangées, mais leur pertinence et leur rapidité d'exploitation. Une alerte tardive vaut peu, une alerte contextualisée vaut beaucoup. Le troisième axe est judiciaire et institutionnel. Comprendre une méthode n'a d'effet que si les procédures permettent de la documenter et de la démontrer. Audition croisée, vérification des numéros de série, traçabilité financière. Ces étapes transforment l'intuition en preuve. Elles protègent aussi l'État contre la contestation en ancrant la réponse dans des faits vérifiables plutôt que dans le récit. Enfin, le quatrième mouvement est civique. La vigilance collective suppose une population informée, capable de distinguer le banal du suspect sans sombrer dans la suspicion généralisée. Des actions de sensibilisation ciblées peuvent en renforcer cette intelligence partagée. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré insiste sur une ligne claire. Chaque étape doit être mesurable. Qui fait quoi, à quel moment et avec quel indicateur de progrès? La feuille de route ne promet pas l'absence de menaces, mais une capacité accrue à les voir venir. C'est cette clarté opérationnelle qui transforme une crise en apprentissage durable. L'image qui revient n'est pas celle des armes alignées, mais celle d'un geste simple posé après la nuit. Moussa Kaboré, tenant la cloche forgée à partir du métal saisi, incarne une transformation silencieuse. Ce qui devait nourrir la violence devient un signal de vigilance. L'objet n'est pas héroïque par sa forme, mais par ce qu'il rappelle. Une menace invisible a été arrêtée non par la force brute, mais par l'attention, la méthode et la décision au bon moment. Ce symbole referme la boucle ouverte plus tôt. La logistique ordinaire détournée pour masquer une attaque est retournée contre elle-même. La cloche ne célèbre pas une victoire militaire. Elle marque une prise de conscience collective. Elle dit que la sécurité ne se joue pas uniquement dans l'affrontement, mais dans la capacité à voir avant d'être frappé. À cet instant, le récit quitte l'événement pour rejoindre la mémoire. Dans cette scène, Ibrahim Traoré apparaît en arrière-plan, non comme un protagoniste central, mais comme celui qui a choisi de donner sens à ce qui a été découvert. Le message est bref et durable. Une nation se défend aussi par l'intelligence qu'elle partage. Et que retenir en une formule de tout cela? La vigilance précède toujours la force. Cette histoire ne se referme pas avec la dernière interception, ni avec le symbole qui en est issu. Elle ouvre un espace de réflexion collective. Ce qui s'est joué cette nuit-là au Burkina Faso pose une question qui dépasse les frontières et les contextes. Comment une société choisit-elle de regarder ce qui circule sous ses yeux chaque jour? La souveraineté n'est pas seulement une affaire d'institutions ou de dirigeants, elle se construit aussi dans la manière dont une communauté comprend ses propres flux,
ses routines et ses angles morts. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré n'appelle pas à l'adhésion émotionnelle, mais à une conversation durable. Parler de sécurité sans dramatisation, analyser sans simplifier, partager sans exposer inutilement. C'est dans cet équilibre que se joue la résilience à long terme. Le récit d'un convoi devient alors un point de départ, non une conclusion. La question laissée au lecteur est volontairement ouverte. Que feriez-vous différemment demain si vous saviez que l'ordinaire peut parfois masquer l'essentiel? Comment participer, même modestement, à une vigilance qui ne repose ni sur la peur ni sur le silence, mais sur la compréhension? La discussion commence ici, dans cet espace commun où l'intelligence collective reste la première ligne de défense.